Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du Jour. Le Fait du Jour va être un fait marquant car nous allons aujourd'hui vous présenter un ouvrage qui devrait être dans tous les foyers français et au premier chef dans tous les foyers de ceux qui prétendent nous gouverner. En effet, c'est un ouvrage qui traite du problème des retraites et chacun sait ou devrait savoir que le problème des retraites est devenu le phénomène majeur, le problème majeur de la plupart des pays occidentaux et naturellement de la France. Voici cet ouvrage, José Piñera, qui est l'auteur, je pense qu'on le voit bien, Le taureau par les cornes, aux éditions Charles Coquelin. Pour en parler, nous avons invité, non pas José Piñera, qui viendra prochainement sur cette télévision, mais il vit un peu partout dans le monde, si je puis dire, car il est appelé en consultation partout. Et en fait, comme il me le disait souvent, je vis dans les avions. Mais il viendra donc prochainement, mais nous avons invité celui qui est à la fois son traducteur et son éditeur, à savoir Jacob Arfvedson. Monsieur Arfvedson, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Nous sommes doublement heureux de vous accueillir, d'abord parce que vous êtes quelqu'un qui pratique à la fois le français, l'anglais, le suédois qui est votre langue, je suppose, natale, l'espagnol aussi, je suppose, également. Pas encore. Pas encore. Je vais les mettre Bon, aussi. parce que José Piñera, lui, est quand même hispanisant, au moins à l'origine, même s'il parle parfaitement le français. Et donc vous êtes à la fois, pour les éditions Charles Coquelin, le traducteur et l'éditeur donc de cet ouvrage de José Piñera. Alors, dites-nous tout d'abord qui est José Piñera. Alors, José Piñera est un personnage extrêmement intéressant parce que non seulement il était économiste, donc diplômé de Harvard, mais il a aussi beaucoup contribué à tout ce qui était réforme libérale au sens large au Chili. Donc ce n'était pas uniquement les retraites et l'assurance maladie qu'il a réformé, mais aussi il a largement contribué à la transition à la démocratie au Chili à la fin des années 70 et au début des années 80. Alors José Piñera avait à l'époque 30 ans, il était un tout jeune homme, un tout jeune ministre. Il était issu de l'université de Chicago, c'était un Chicago Boys comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait il avait suivi l'enseignement du prix Nobel, qui était le principal aspirateur de cette école de Chicago, et donc il avait également une culture internationale, puisque son père était ambassadeur du Chili en France, et également aux Nations Unies, si je me souviens bien. Donc, en fait, José Piñera a pu voyager dans le monde entier et avoir une vision très large. Alors, il se trouve que la chance pour les Chiliens, et la chance pour nous aussi, parce que son expérience est extrêmement riche, a fait que très jeune, il a été désigné pour faire une réforme capitale, qui était celle du système des retraites au Chili. Alors, on est frappé quand on lit le livre, par le caractère extrêmement proche de la situation chilienne de l'époque, avec celle de la France d'aujourd'hui et d'un certain nombre d'autres pays. Alors, quelle était cette situation au Chili à la fin des années 70 ? Alors, effectivement, il y a des parallèles assez inquiétants, parce que le système de retraite, aussi bien que le système public en général au Chili, était vraiment au bord de la faillite. Et ça avait commencé déjà dans les années 50-60. Il y a une citation dans le livre où il y a un ministre qui se plaint dès 66, je crois, qu'il y a 20 000 lois qui régissent le système de retraite chilien. Ça me rappelle quelque chose. Oui. Et ça me rappelle quelque chose. Et on avait calculé assez rapidement, et même dans les années 70, il me semble, que le système serait effectivement en faillite en l'an 2000, si rien n'était fait. C'est-à-dire entre 20 et 30 ans de l'époque où se situent ces événements. Parce qu'à l'époque, déjà, on consacrait 18% du PIB aux retraites, déjà dans les années 60. Et il y avait énormément de privilèges, des gens qui étaient très défavorisés aussi. Pour vous donner un exemple, en 1979, les retraites représentaient 25% des recettes.
25% des recettes de l'État, oui, ce qui effectivement est Et en termes de cotisation, c'était 57% des rémunérations. Donc c'était un système tout à fait intenable. C'est-à-dire c'était un système qui était, comme très souvent ce système-là, un système type de prolifération cancéreuse qui était en train de dévorer l'ensemble de l'économie. Alors, bien entendu, le problème qui s'est posé était celui de savoir d'abord ce qu'il fallait faire et ensuite comment le faire. Ouais. Donc, José Piñera arrive à son ministère en 1978. Il ne lui faut pas 2 ans pour faire un plan, puisqu'il date lui-même dans l'ouvrage de novembre 1980 la présentation de ce plan, et puis quelques mois plus tard, le 1er mai, date symbolique volontairement choisie par José Piñera pour présenter ce plan, 1er mai 1981, le plan est porté sur les fonds baptismaux. Alors, la difficulté était énorme, puisque tout était à changer, mais finalement, la grande caractéristique de cette réforme, c'était l'appel au peuple. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment il s'y est pris? Alors, c'était effectivement très très difficile, parce que tout le monde au Chili, je parle des classes dirigeantes à l'époque, était opposé à cette réforme comme à tant d'autres. Les syndicats, les militaires, les milieux financiers, etc., et les classes privilégiées surtout. Donc, ils ont dû se battre contre tout le monde au niveau des puissants, en tout cas. Alors, ils ont travaillé pendant 1 année pour mettre le plan au point. Et ce qu'il y avait de plus révolutionnaire, à mon avis, c'était d'une part qu'on allait laisser fonctionner 2 systèmes de retraite en parallèle pendant une certaine période. C'est-à-dire qu'on allait laisser aux travailleurs le choix de dire, voilà, est-ce que vous voulez participer dans ce nouveau système qui sera volontaire? La cotisation restera obligatoire, mais elle sera plus faible que dans l'ancien système. Mais vous avez le choix aussi de rester dans l'ancien système si, par exemple, vous êtes proche de la retraite ou si cette perspective vous inquiète. Donc l'ancien système était au moins garanti dans ses conséquences essentielles, c'est-à-dire dans les retraites, dans les pensions, que ceux qui y avaient cotisé allaient pouvoir prétendre toucher. C'est bien tout ça. À fait, voilà. Tout à fait. Toutes les prestations de l'ancien système allaient subsister. Voilà. Mais alors, dans le même temps, puisque un nombre important allait vraisemblablement, et les événements ont prouvé que ce nombre allait être très important, allait quitter l'ancien système, comment faire pour arriver à payer ces pensions? Alors effectivement, ils ont eu très peur, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais comme vous le dites, c'était un succès absolument formidable, puisque 25% des travailleurs ont tout de suite quitté l'ancien système. Dès le 1er mois, je crois. Dès le 1er mois, dans les tout premiers mois en tout cas. Et l'année suivante, le chiffre était à 85%. Aujourd'hui, c'est à 95%. Donc en fait... Le plébiscite, les gens ont effectivement voté avec leurs pieds très rapidement. C'est le mur de Berlin, c'est vraiment l'image qui nous vient à l'esprit. Le mur de Berlin, et ça montre aussi, comme l'explique très bien José Piñera dans le livre, c'est qu'une fois que les gens sont vraiment concernés par une réforme et ils comprennent très bien ce que ça implique, il ne faut pas avoir peur de leur demander leur avis. Oui. Effectivement, n'ayant pas eu peur, il en a été, lui et tous ceux qui étaient partisans de cette réforme, récompensés, puisque massivement les Chiliens, les travailleurs chiliens, il y en avait à peu près 2 millions, donc ont à 85%, et même davantage maintenant, choisi la liberté. Alors, si je me souviens bien, c'est par des bons du Trésor, à longue échéance, que José Piñera a garanti les droits de ceux qui étaient restés dans l'ancien système. Oui, sans entrer dans le détail, c'est en partie par des bons du Trésor, comme vous dites. Oui. C'est-à-dire que tous ceux qui ont opté pour le nouveau système ont reçu de la part de l'État un bon qu'on appelle bon de reconnaissance. Non négociable. Non négociable. Mais valable, mais bien entendu. Qui appartient à l'individu et qui vient donc à maturité une fois que les conditions de départ à la retraite sont remplies. Donc il y avait une sorte de pari qu'a fait José Piñera sur la réussite du système, premièrement, et surtout, ce que l'on dit très peu dans tous les projets de réforme des systèmes de retraite dans le monde,
c'est que la réforme des retraites est probablement le meilleur atout de la croissance économique. Tout à fait. Parce que c'est une réforme qui privilégie l'épargne. Donc finalement, le pari, c'en était quand même un, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, le pari de José Piñera, c'était que la croissance économique viendrait en quelque sorte rendre assez facile, et ça a été le cas, le fait d'honorer les droits de ceux qui étaient restés dans l'ancien système jusqu'à disparition des bénéficiaires et des ayants droit. Alors c'est une réforme vraiment capitale qui s'est heurtée, alors nous sommes dans le même cas de figure qu'en France, avec pratiquement les mêmes intervenants. Moi j'ai noté un épisode tout à fait passionnant et amusant rétrospectivement, c'est lorsque José Piñera présente son plan de retraite, il reçoit une délégation de gens qui veulent absolument lui parler. Ce sont les syndicats, comme par hasard. Alors la bande des 2, 3, 4, je ne sais pas combien ils étaient au Chili. Enfin, toujours est-il qu'ils viennent lui faire une demande tout à fait extraordinaire. Il lui dit, Monsieur le ministre, au fond, pourquoi laisser choisir les gens? Pourquoi ne pas passer par nous? Alors, quelle était la réponse de José Piñera? Alors il a dit que effectivement il appréciait beaucoup le soutien des syndicats, mais qu'il ne serait pas responsable de ce qu'un jour les syndicats soient corrompus. Oui. Parce qu'il a dit, voilà, vous comprenez bien, ce serait beaucoup plus facile pour les fonds de pension qui sont à mettre en place de vous convaincre, vous directement, plutôt que d'investir dans la publicité et des représentants commerciaux, etc. Donc en fait, ce que veulent un peu partout les syndicats, c'est d'être l'intermédiaire obligé du système, et on connaît bien ce type de raisonnement. J'ai entendu, comme vous et comme tout le monde, je ne sais combien de fois les représentants syndicaux français expliquaient que sans eux, absolument aucun progrès n'était possible. D'ailleurs, ça me fait souvent penser à des expressions, vous savez, dans l'opéra de Katsu de Brecht, un personnage qui s'appelle Mackie Messer explique à ceux qui veulent bien investir par son intermédiaire qu'avec leur argent et son expérience, ils font des affaires formidables. Air reconnu, comme on dit. D'ailleurs, c'est un opéra. Oui. Alors, donc, chose extraordinaire, cette réforme réussie. Bon, si elle avait été limitée au Chili, ce serait déjà un événement important, mais ce qui est très important, c'est que des dizaines de pays dans le monde ont suivi cet exemple, en l'adaptant peut-être un petit peu selon les circonstances. Alors, qui finalement a choisi de suivre José Piñera et ses réformes? Quels sont les pays qui ont suivi et comment s'en sont-ils portés? Alors, ils sont au total 30 Oui. à ce jour. Il y en a une petite quinzaine en Amérique latine déjà, dont le Mexique et le Pérou, qui sont vraiment les seuls à avoir adopté intégralement, si vous voulez, le modèle chilien, dans la mesure où ils ont choisi de ne plus avoir, de démanteler progressivement le système public. Par ailleurs, il y a d'autres pays en Europe et même en Afrique, je crois qu'il y a un exemple. Il y a le Kazakhstan également, qui l'a fait il y a une dizaine d'années. Et je crois que la Chine également s'en était... Alors, on parle de la Chine, oui, s'en est effectivement. inspiré, parce que la dernière fois, ou une des dernières fois où j'ai eu José Piñera au téléphone, il partait ou il revenait de Chine, où on l'avait appelé en consultation, ce qui prouve que même les Chinois s'intéressent aussi au problème des retraites. C'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'une fois que la Chine décide de faire une réforme de cette ampleur-là, c'est là que les pays européens et les États-Unis vont se rendre compte que s'il ne fait pas les choses rapidement, on sera très embêté. Donc ces exemples ont été évidemment nombreux et importants. Alors, il ne reste pas moins que le gros morceau, si je puis dire, si l'on met à part la Chine, où tout est à faire, donc les choses sont différentes, mais l'Europe reste quand même le principal souci de ceux qui savent que les retraites sont un problème explosif. Il y a deux économistes que José Piñera cite dans le livre et qui disent que finalement ce problème des retraites, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'ont pu être les conflits militaires. C'est-à-dire que ça peut parfaitement déclencher des révolutions, tout simplement parce que l'effondrement d'un système de retraite va laisser... En France, il y a actuellement 12 millions de pensionnés. Et il y en aura 13-14 millions dans les années qui viennent, et le même calcul peut être fait ailleurs. Alors il se trouve qu'en outre, et je crois que c'est dit également dans le livre, les 4 principaux pays
de l'Union européenne et de la zone euro sont des pays avec des systèmes de retraite par répartition, donc très menacés. C'est la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Alors, comment se fait-il, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on n'arrive pas à avancer sur le chemin de cette réforme, puisque ce qui a été fait en France, par exemple, les réformes Raffarin-Fillon, sont vraiment des réformes à la marge, infinitésimales. Hein. Quelle est la raison du blocage, à votre avis? Ben, si je le savais, je serais peut-être conseiller chez Bercy. Je pense que, comme on a dit dans le livre, ceux qui devraient prendre les décisions ne sont pas ceux qui supportent les coûts. Qui supportent les coûts, oui. C'est comme disait Jean-Claude Juncker au Luxembourg, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment se faire réélire une fois qu'on l'aura fait. Voilà. Non, je pense que c'est un manque de courage politique, pour être bref. Et d'autre part, nous avons vu comment les syndicats, par exemple, alors qu'ils ne représentent quasiment personne, ont un pouvoir extrêmement important. Nous l'avons vu avec les 35 heures, etc. Ça, c'est pas très, très compliqué. Ce qui m'inquiète, comme vous, c'est effectivement, on peut calculer, ce problème est connu depuis longtemps, et c'est quasiment mathématique et démographique, évidemment. Donc il est très facile de calculer la date de faillite du système actuel. Non, je ne sais pas comment, sauf à diffuser ce genre d'ouvrage, je ne sais pas comment faire pour faire comprendre aux hommes politiques justement l'urgence de la situation. Vous savez, j'ai écrit dans un ouvrage récent que ce système-là, et la raison pour laquelle on ne réformait pas, s'apparentait beaucoup au charlatan de La Fontaine, c'est-à-dire celui qui s'était flatté de faire parler un âne. Et donc le roi lui avait dit, si tu ne le fais pas parler, tu seras exécuté. Et le charlatan ne s'inquiétait nullement, en disant, de toute façon, au moment où je me suis engagé à faire parler l'âne, ou le roi ou moi seront morts. Donc il ne prenait aucun risque en fait. Et c'est probablement l'explication c'est l'illustration de l'explication que vous venez de nous donner. Alors, à ce stade de notre entretien, je voudrais remontrer l'ouvrage, car je suis sûr que les gens sont très désireux de le lire. José Piñera, Le taureau par les cornes, aux éditions Charles Coquelin, et je vais vous montrer un petit panneau qui vous permettra de le commander. Alors, je vous le lis tout d'abord, c'est tout simplement l'adresse internet des éditions Charles Coquelin qui vous enverront, si vous en faites la demande, un bon de commande. Donc c'est edschoc@nous.fr. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez le noter tranquillement. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas de quoi écrire sous la main, nous mettrons sur le site claudereichmann.com et sur le site également de Reichmann TV le moyen de commander cet ouvrage, car c'est absolument fondamental. Il faut absolument le lire et le faire lire. Alors, ça n'est pas naturellement une publicité commerciale. Les éditions Charles Coquelin veulent vendre des livres naturellement, mais c'est une mission de caractère intellectuel essentiellement qu'elles poursuivent. Mais vraiment, en tant que responsable, chacun d'entre nous, responsable déjà de sa vie et de sa famille, chacun d'entre nous doit comprendre que cette réforme des retraites doit absolument se faire si l'on veut sauver quelque chose de ce système de retraite qui devient chaque jour un peu plus catastrophique. Et on entend des ministres se propager sur les ondes en disant mais l'année prochaine il y aura 5 milliards d'euros de plus de déficit de la sécurité sociale à cause du régime de retraite. Tout ça est prévu depuis plus de 20 ans, donc c'est pas une nouvelle vraiment exceptionnelle. Alors, dans cette réforme des retraites, il y a eu quand même un aspect que nous avions commencé d'évoquer au début de l'émission, c'est-à-dire le boom économique qui s'en est suivi, car finalement c'est quand même cela, je dirais, au-delà de la sécurité retrouvée des retraités, qui est l'effet majeur. Ouais. Et comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, ça a été possible grâce par exemple, à la privatisation d'entreprises publiques, et que le fait que Chili se soit ouvert sur le monde extérieur en même temps. Et ça a considérablement modifié, évidemment, tout le tissu industriel, donc, etc. Finalement, l'épargne s'est portée sur les entreprises qui ont pu travailler. Donc, alors, évidemment, c'était un boom formidable en termes de capitalisation des entreprises, dont beaucoup ont disparu aussi. Mais en fait, ça a permis l'essor économique du Chili.
depuis la réforme d'ailleurs, le taux de croissance se trouve autour de 6, 7, 8% par an, ce qui est absolument sans précédent. On en rêve ici. Et en termes de PIB par habitant, le Chili est en train de gagner la première place en Amérique latine. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que dans sa réforme, José Piñera a été extraordinairement prudent. Alors, il a été audacieux en concevant cette réforme, mais très prudent dans sa réalisation. Et en particulier, ce que les gens ne savent probablement pas, mais qui figure dans le livre, c'est qu'il n'a pas confié la gestion de cette épargne aux banques, non pas qu'il ait une mauvaise opinion des banques, mais parce qu'il voulait que les organismes, on les appelle les AFP, c'est-à-dire les administrateurs de fonds de pension, soient indépendants du système bancaire, qu'il n'y ait aucune spéculation particulière. D'ailleurs, les placements étaient non pas choisis par l'autorité, mais en quelque sorte déclinés. On pouvait choisir des placements plutôt sûrs et plutôt non spéculatifs. Et donc, toutes ces précautions ont fait que finalement la réforme n'était pratiquement pas critiquable. Et c'est si vrai qu'elle n'a pratiquement pas été critiquée. D'ailleurs, quand vous avez un référendum avec 85% des gens qui choisissent votre système, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Alors, il y a quand même un élément très important aussi dans cette affaire, c'est qu'avec 10% de prélèvement sur le salaire, on arrive à avoir des retraites très substantielles. Elles sont à combien actuellement au Chili? Combien touche-t-on quand on est un salarié qui a fait une carrière normale? Alors, je pense qu'en moyenne, ça doit être, et ça a été établi par la loi aussi, c'est environ 70% du salaire d'activité. Du salaire d'activité. Alors ensuite, et c'est ça la beauté du système justement, vous êtes libre de rajouter vous-même plus que ces 10% obligatoires. Dans les mêmes conditions fiscales, c'est-à-dire en dans étant les mêmes, défiscalisé. tout à fait, dans les mêmes conditions fiscales, jusqu'à 10% de plus. Et il faut dire aussi que ça inclut non seulement les cotisations retraite, mais aussi l'assurance décès, invalidité, l'assurance maladie, etc. Entre parenthèses, donc l'assurance maladie, de même que le système de retraite, a été privatisé. Oui, voilà. oui. Mais si vous incluez aussi le capital que vous aurez accumulé à la fin de votre vie, le salaire sous forme de retraite est plus proche de 80% du dernier salaire. Alors, ce qui est d'assez frappant également, parce que au Chili, l'assurance maladie a consisté, son financement a consisté à prélever 4% sur les salaires. Savez-vous qu'en France, pour une assurance maladie qui se réduit jour après jour, c'est 21,5%, si vous comptez l'ensemble des prélèvements affectés à la maladie. Donc, comme disait, cherchez l'erreur. Donc, on peut faire beaucoup mieux, tout simplement en privatisant, ce qui ne prive personne de ses droits, au contraire, puisque tout le monde a pu avoir la sécurité. Alors, évidemment, quand on regarde cela, on se dit, mais au fond, ce livre, c'est un petit peu... Certains vont dire ce livre, c'est un petit peu comme ces fameuses mines d'or qu'on a trouvées dans un endroit imaginaire. Eh bien non, pas du tout. C'est la réalité. Ce sont des faits vrais. Et alors depuis, notre ami José parcourt le monde en essayant de faire le bien. Vous ne croyez pas qu'il va être canonisé un jour? Oh ben, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il recherche, moi je ne pense pas. Mais en tout cas, comme je lui ai dit l'autre jour, je lui souhaite longue vie parce qu'on en a vraiment besoin. Oui, c'est vrai. Mais il a actuellement 60 ans, je crois. Oui, il aura 60 ans cette année. C'est encore un jeune homme et il est magnifique. Je ne l'ai pas rencontré depuis quelque temps, mais enfin, j'ai vu ses dernières photos. Il est toujours en pleine forme et que Dieu le garde. Hein. Alors donc, nous avons maintenant face à nous un problème très simple. Très simple à poser et très difficile à résoudre. Il faut arriver à convaincre les Européens et les Américains, même d'une certaine manière. D'ailleurs, le Cato Institute, dont José était membre, a eu l'occasion de militer beaucoup également pour que le système de répartition américain, qui est finalement assez proche du système européen, soit remplacé par un système entièrement de capitalisation. Quant à l'Europe, alors elle est dans une situation quasiment désespérée, puisque les systèmes de retraite par répartition sont tous dans une situation absolument calamiteuse. Donc, moi, ce que j'espère, voyez-vous, c'est aussi une des raisons de cette invitation, à laquelle, bien entendu, nous sommes très heureux pour laquelle nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à l'information de nos concitoyens, c'est d'essayer de faire comprendre
aux Français et à l'ensemble des Européens que ce système de répartition est un système calamiteux. Et quand José Piñera a pris les rênes au Chili, est-ce que les gens se rendaient compte qu'ils allaient vers la catastrophe? Non, pas du tout. Non, non, au contraire, il a consacré beaucoup de temps à communiquer la réforme, à expliquer ce que ça allait être. Et au début, c'est vrai que personne n'y s'y intéressait pas beaucoup. Parce que justement, on avait parlé de réforme depuis des lustres et c'était jamais rien passé. Mais il est allé à la télé, comme Václav Klaus plus tard, Oui. toutes les semaines, je crois, en faisant un tout petit spot publicitaire, en quelque sorte, pour la réforme, de 3 ou 4 minutes. Et il a emporté la minuterie de sa mère en disant voilà, je vais vous parler pendant 3 minutes et je demandais au caméraman d'éteindre la caméra si je dépasse ces 3 minutes-là. Et ça a été extrêmement efficace. On connaît le résultat, je pense que tout est là. Et surtout, il faut bien expliquer aux dirigeants surtout que le système actuel est vraiment ce qui est le plus injuste. Et quand on crée la capitalisation en disant que c'est les plus riches qui vont en bénéficier, c'est exactement le contraire. Ce sont les plus pauvres qui ont le plus à gagner d'un système par capitalisation. Et il est facile de le démontrer avec des chiffres très simples que chacun peut comprendre. Je vais donc rappeler le titre et montrer cet ouvrage absolument essentiel. José Piñera, Le taureau par les cornes, aux éditions Charles Coquelin. Un ouvrage que vous pouvez commander en envoyant un mail à l'adresse suivante, headshotnews.fr. Nous ferons figurer cette adresse internet sur les différents sites qui nous reprennent, et en particulier sur Reichmann TV, bien sûr. Et vous recevrez, si vous le souhaitez, donc un bon de commande. L'ouvrage vaut 17 €. Donc c'est vraiment une très faible somme à investir pour un grand bénéfice. Il me reste, Jacob Alfredson, à vous remercier vivement d'avoir participé à cette émission. Vous reviendrez bien sûr avec José Piñera quand il sera là au début de l'année 2009, m'a-t-il dit. Donc nous serons heureux de vous accueillir avec lui. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Gardez confiance dans la réforme, car il y a des gens qui ont déjà d'excellentes idées qui ont été mises en œuvre, qui ont réussi. À bientôt, portez-vous bien, soyez heureux et vive la France.